Bonjour à tous. Nous allons continuer avec notre cours de cybersécurité, cybersécurité, les opérations de cybersécurité. Nous sommes toujours dans le module 4, présentation de Linux. Nous avons terminé la première partie, la deuxième, la troisième, et nous sommes en train de clôturer avec la quatrième partie aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous irons directement à la quatrième partie. Notion de base de Linux, c'est déjà fait. Nous avons terminé avec l'utilisation de shell Linux. Pour regarder les vidéos précédentes, les commandes de base, déjà fait. Les serveurs et clients, déjà fait aussi. Et nous allons commencer la quatrième partie sur l'administration de base du serveur. Hier, nous avons expliqué les fichiers de configuration de services avec le cas de nix.conf, de ntp.conf, le cas de snot.conf, etc. Nous avons bien expliqué aussi comment renforcer la sécurité des appareils. Nous avons vu que le renforcement, la sécurité des appareils aussi. J'ai pris le temps de bien expliquer. Nous avons commencé avec la surveillance des journaux de service, que j'ai très bien expliqué aussi. Le journal d'application, le journal d'événements, le journal de service et le journal système. Hier, nous avons expliqué déjà le cas des fichiers journaux Linux qu'on peut rencontrer, le fichier de journal message, qui stocke les messages. Message système d'information non critique. Nous avons vu le journal hot.log qui s'occupe particulièrement des mécanismes d'autorisation, d'authentification des utilisateurs, de secure, qui enregistre les connexions sudo, les connexions SSH et aussi les erreurs de la SSSD. Nous avons vu également que tous les événements de démarrage sont dans le journal boot.log qui contient des informations relatives à l'amorçage et les messages enregistrés au cours du processus de démarrage. Lorsque vous démarrez Linux, le processus est enregistré ici. Hier, nous avons remarqué justement que certaines commandes comme celle-ci qui ne passaient pas. On va revenir un peu là-dessus aujourd'hui avec le TP tout à l'heure. Et venons d'abord avant de faire le TP. Alors, surveillance des journaux suite. Si nous partons dans le répertoire var, loc, nous allons trouver ce journal DMS. C'est ça ici de manière graphique. C'est mieux de voir ça de manière graphique. Démarrons notre machine virtuelle. Pendant sa démarche continue. Alors, ce journal, c'est un journal. Dans ce journal, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Ce répertoire contient des messages du tampon de l'anneau du noyau. Donc, en français facile, les messages concernant le noyau, tampon du noyau, sont enregistrés ici, dans ce journal. À l'intérieur, les informations liées au périphérique matériel aussi. Quand l'équipement, lorsque l'on démarre Linux, le test des équipements, les événements de test de la RAM, du disque dur, du matériel de manière générale sont enregistrés ici, dans ce journal. Et lorsque vous installez une nouvelle application, ou bien les pilotes du système d'exploitation existant aussi, sont enregistrés dans le même fichier, ici. Donc voilà les trois types d'informations qu'on retrouve dans ce journal.
les messages du tampon du noyau, les messages liés au périphérique matériel et les messages des pilotes de ces périphériques. Il y a aussi un journal qu'on appelle le var-log, kernel-log, kernel.log ou encore le ken.log. Dans ce journal, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Ce fichier contient les informations consignées du noyau. Donc, toutes les informations qu'on a enregistrées sur le noyau, ces consignes que nous allons passer par enregistrer, sont ici, sont stockées là-dedans. Alors que le DMS conserve plutôt les messages du tampon de l'anneau du noyau. Maintenant, 90% des informations du noyau, 90% sont stockées plutôt dans le fichier kernel.log. Kernel, ça veut dire noyau. Donc, 90% sont stockés là, sachant qu'il y a 10% pour le tampon de l'anneau de noyau qui est enregistré ailleurs, par exemple. Nous avons aussi le fichier cron. Cron est un service utilisé pour planifier les tâches d'automatisation. Ici. Vous savez, par exemple, dans Windows, nous avons par exemple Windows PowerShell qui permet de planifier les tâches. Cron est à peu près comme Windows PowerShell aussi, ou encore comme l'outil de planification des tâches de Windows. Si je prends la tâche, ça ici, vous voyez déjà planificateur de tâches. Cron est à peu près comme cet outil-ci, planificateur de tâches que vous voyez là. Je vais lancer le mot de passe. Ah, attendez. Voilà. Cron est à peu près comme cet outil de planification des tâches, gestion des tâches là. Cron est à peu près comme ça. Donc, alors, Cron est un service utilisé pour planifier les tâches automatisées. Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à PowerShell, hein, Windows PowerShell. Voilà. Sous Linux, et ce répertoire stocke ces événements. Donc, si vous avez programmé des différentes tâches et que ces tâches sont exécutées, lorsque ces tâches sont exécutées, dans Cron, nous avons des enregistrements qui sont faits ici. On est un service utilisé pour planifier les tâches. Et enfin, nous avons le journal MySQL pour la base de données.log ou encore mysql.log. Ici, on a mysql.log. Ici, on peut aussi mettre mysql.log simplement. Dans ce fichier, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Il s'agit du fichier journal de MySQL, de la base de données MySQL, base de données web. Tous les messages de débogage, d'erreurs et de réussite liés à cette base de données sont stockés ici. Alors, liés au processus MySQL et aux racines de MySQL sont enregistrées ici. Donc, toutes les informations liées à la base de données MySQL, le débogage, les connexions qui n'ont pas réussi, les connexions qui ont réussi, tout ça est stocké là-dedans, dans mysql.log. Alors, nous allons prendre le temps pour bien travailler ici, ce soit pratique, quand nous allons terminer la quatrième partie. Voilà, c'est terminé. Nous allons faire ce TP ensemble. On dit localiser les fichiers journaux. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez vous familiariser avec la localisation et la manipulation des fichiers journaux. Mais avant d'y arriver, je vais revenir sur ma machine virtuelle de CyberOps, non, CyberOps Workstation. Le mot de passe CyberOps. Voilà. Je vais prendre le terminal qu'on va utiliser. Je viens d'abord ici sur la partie graphique. File Manager, File System. Voici le répertoire var, on dit ça tout à l'heure. Dès qu'on dit var, c'est ça var. Et l'ouvrir var. Voilà. Var. Après var, nous avons un instant.
C'est un peu planté là. Souris, je vois pas la souris. C'est un instant. C'est là pourquoi cette souris me dérange un peu ce matin. Voilà. Alors, dans var, nous avons lock. Vous voyez là, lock. Alors, dans lock, lock c'est ici. Dans log maintenant, nous avons les différents journaux que nous cherchons. Par exemple, le journal DMS, kernel, Chrome, SQL, Message, tout ça est là. Commençons par Message. Par exemple, on dit avec Message. Voilà. Nous avons Message, un Message. Nous avons le journal Hôte. On peut voir facilement. Hôte, Hôte. C'est Outlook, ça ici. Nous avons le journal Secure. Vérifions si Secure est là. Vérifions ensemble. Est-ce que Secure est là? Est-ce que Secure est là? On c'est plus S. C'est Secure qui n'est pas là. On ne le voit pas. Secure n'est pas là. La machine virtuelle. On va passer dessus. Nous avons le journal Boot. Je pense que Boot est là. Boot. C'est B. Même Boot n'est pas là. Hein. Dans la recherche, je vois pas Boot. C'est pas là. Ceci n'est pas là. Secure. Secure n'est pas là. Boot n'est pas là. On a vu quand même le message. On a vu message. On a vu Boot. Mais non, pas vu Boot. Nous allons continuer. Et il y a DMS. Vérifions DMS. Vérifions DMS ensemble. DMS. DM. Ça aussi n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a kernel. Vérifions kernel. Kernel. Kernel.log est là. Il y a plusieurs. Kernel.log 1. Kernel.log 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en a 4. Ensuite, nous avons le journal Cron. Est-ce qu'il y a Cron? Je suis ensemble. Cron C, CR, Cron. Le journal Cron n'est pas là. Il n'est pas présent. Et MySQL. Je pense que MySQL est là. Est-ce que MySQL est là? MySQL. Il n'y a pas MySQL. Il y a d'autres journaux qu'on n'a pas cités, hein, comme le Diamond, PTM, PTMP, qu'on n'a pas cité. Il y a beaucoup de journaux qu'on n'a pas cités. Error, qu'on n'a pas cité. Everything, qui existe. Fellow, pour les messages d'erreur. Last Lock, Logstash, qu'on verra plus tard. Unix, pour le web, qui est là. Pacman, pour les commandes de Cisco. On verra ça plus tard, Pacman, vers la fin. Syslog aussi. Les journaux Syslog sont là. Il y en a beaucoup, hein. User, utilisateur. On n'a pas cité. C'est là, tout est là. Il y a beaucoup de journaux qu'on n'a pas vus. Donc, mais sachez tout simplement, ce qu'on va vous expliquer, sachez tout simplement que dans Linux, il y a des journaux. Alors, on va un peu manipuler, faire ce TP. Le plus important, c'est pas de courir, c'est de comprendre un peu ce que vous faites.
Si nous prenons dans ce TP, alors, localiser les fichiers journaux. Beaucoup de ces travaux pratiques, vous allez vous familiariser avec la localisation et la manipulation des fichiers journaux. On va essayer un peu de faire quelque chose. Voilà. Présentation des fichiers journaux d'abord. Deuxième partie, localisation des fichiers journaux dans le système inconnu. La troisième partie, surveillance des fichiers journaux en temps réel. Alors, ressources nécessaires pour ce TP, poste de travail virtuel CyberOps. Première partie, présentation des fichiers journaux. Les fichiers journaux sont des fichiers utilisés par les ordinateurs pour enregistrer des événements. On vous fait un petit cours d'abord. Les logiciels, les processus d'arrière-plan, les services et les transactions entre les services, y compris le système d'exploitation lui-même, peuvent générer des événements. Les fichiers journaux dépendent de l'application qui est générée. C'est aux développeurs de l'application de se conformer aux conventions de dénomination des fichiers journaux. La documentation du logiciel devrait inclure des informations sur les fichiers journaux. Exemple des fichiers journal d'un serveur web. Comme les fichiers journaux permettent essentiellement de suivre les événements spécifiques, le type d'information stockée varie en fonction de l'application ou des services qui génèrent ces événements. Alors, à titre d'exemple, si nous prenons exemple, examiner l'entrée de journal unique ci-dessous. Elle a été générée par Apache, donc serveur Apache, un serveur web très utilisé. Nous savons que dans l'environnement web, Apache est l'un des serveurs les plus courants, les plus sollicités. Alors, si nous affichons, si nous prenons par exemple prenons www, nous trouvons Apache /hdoc /paf-vavicon.ico. L'entrée du journal ci-dessus représente l'enregistreur d'événements web d'Apache. Est-ce que si nous allons là, on peut voir dans var, oui, on va là, dans var, c'est beaucoup plus www Apache. On va regarder. Est-ce qu'il y a W là? Il n'y en a pas. On ne va pas voir ça ici. Il n'y a pas W ici. On ne pourra pas afficher ça exactement comme dans le cours. On ne pourra pas. On va seulement lire et passer. Il n'y a pas ce répertoire dans var. On ne pourra pas avoir le même résultat. Il n'y a pas ça ici. Il n'y en a pas. Alors on continue. Simplement, notre TP. L'entrée du journal ci-dessus représente l'enregistreur d'événements web d'Apache. On va dire ici Apache. Voilà. Alors, quelques éléments d'information sont importants dans les transactions web, y compris l'adresse IP du client. Bon, par exemple ici, l'adresse IP du client qui est là. Très bien. Les dates et l'heure, c'est les dates. Date ici. Voici l'heure. Donc, date et heure. Ça ici. Date et heure, par exemple. Nous avons aussi ainsi que les détails de la transaction. Voici le détail de la transaction qui suit là. Le détail de la transaction. Voilà. Là, c'est l'adresse IP que nous avons du client. C'est bien écrit. C'est IP du client. Alors, file does not exist. Non, on dit que ça n'existe pas. Mais on comprend quand même ce qui se passe, ainsi que le détail de la transaction. L'entrée ci-dessus peut être divisée en 5 parties principales.
Donc ça, là, on peut diviser en 5 parties. Le rôle d'attache, je vais bien vous montrer. Cette partie a été enregistrée lorsque l'événement a eu lieu. Donc, quand je regarde mercredi, le 22 mars, mercredi 22 mars, ça c'est le 22 mars, mercredi le 22 mars à 11h23, 12 secondes. Cette partie a été enregistrée lorsque l'événement a eu lieu. Il est très important de synchroniser correctement l'horloge du serveur, car cela permet de suivre et de retirer et de relier les événements entre eux avec précision. Dans les journaux, de manière générale, que ce soit le journal web ou d'autres journaux, sachant que la date, le rôle d'attache est très important. Ça nous permet de situer l'événement. Quand est-ce que l'événement s'est déroulé? Quand est-ce qu'on l'a détecté? Quand est-ce que ça s'est exécuté? Ainsi de suite. Après ça, il y a ce qu'on appelle le type, le type. Il s'agit du type d'événement. Dans ce cas, il s'agit d'une erreur. C'est ça ce qu'on appelle le type. C'est une erreur qu'on est en train de signaler là, par exemple. C'est une erreur qu'on signale. Type. Voilà. Il y a l'ID. Ici, le process ID contient les informations sur l'ID du processus. Puis là, c'est process ID. L'ID du processus, on peut mettre ça en vert, bien d'autres couleurs, comme cette couleur par exemple. C'est ça ici, l'ID du processus. C'est très important aussi. Donc, parce que chaque processus doit avoir un identifiant qui permet de l'identifier pour ne pas le confondre à un autre processus. Par exemple, si exécute une application Word comme Word et Excel, Word a son processus, Excel a son processus. Et Word doit avoir son identifiant et Excel doit avoir son identifiant également. Il y a aussi la rubrique client, je l'ai montré, je l'ai expliqué déjà. Client enregistre l'adresse IP du client à l'origine de la requête. On va vous poser la question, on va vous afficher ceci à l'examen, on vous demande quel client est à l'origine de cette requête que nous avons devant nous. On regarde juste le client, on voit son adresse IP. Donc l'adresse IP du client à l'origine de la requête. La description. Quelle information est renvoyée par rapport à la requête demandée? Un client a demandé une information, c'est quoi le résultat? On appelle ça la description. Alors on dit contient une description de l'événement. Alors la description c'est quoi? C'est ça ici. On dit que le fichier n'existe pas. En vous basant sur les villes d'entrée du journal ci-dessus, écrivez ce qui s'est passé. C'est ça que je viens de dire là. Le mercredi 22 mars 2017 à 11h23 minutes 12 secondes, un client dont l'adresse IP est 209.165.200.230 a demandé un fichier inexistant nommé favicon.eco. C'est ça qu'on a bien vu là. Ce client, à cette date, a demandé une information sur ce fichier, Mais ce fichier aurait dû se trouver sous le chemin. Voilà. Nous avons indiqué le chemin. De ce chemin, on ne trouve pas ce fichier. On lui dit là, file does not exist. On a donné le chemin d'accès. On ne trouve pas. Donc, ce fichier aurait dû se trouver sur le chemin. Va tant, mais une erreur a été générée car il était introuvable. Ça, on a mis ici. C'est ça qu'on a mis ici. File does not exist sur le chemin que tu demandes. On ne trouve pas cela. Donc, vous comprenez, en lisant dans ce texte, un analyste en cybersécurité comprend très bien ce qui s'est passé. Alors, ce petit message de journal parle énormément. Ça parle. Et c'est justement ça le rôle d'un analyste en cybersécurité, c'est-à-dire de pouvoir capturer un message journal, de lire, de comprendre, de l'interpréter. Alors, utilisez la commande cat ci-dessous, ici, pour afficher un exemple de fichier journal du serveur web. Cet exemple de fichier se trouve dans logstash.
tutoriel.log. Je pense qu'on a vu ça tout à l'heure là. Si on prend var, si on en var, log, on veut log start, c'est ça ici. Log start tutoriel. Bon, on voit le contenu de ce journal-là. C'est ici, de manière graphique. Bon, si vous prenez ce journal, vous allez remarquer justement qu'il y a toujours la date et l'heure. On voit le 4 janvier 2015, par exemple. On voit l'heure ici. On voit la requête qui est exécutée. Voilà. Donc, ça, c'est le journal web. Ça qu'on dit. On va taper ces commandes de manière ligne de commande ici. On va mettre 4. Je ne sais pas si on peut copier, ça marche pour gagner un temps. Si on veut le voir. Si nous prenons notre terminal, si je laisse là, ça ne prend pas. Donc, je suis obligé de mettre 4 espace slash A slash et encore. Qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant? Log stash. Log. Donc, log stash. Bien écrit log stash, hein. Il va bien écriture log stash. Log stash S tutoriel. Log stash. Stash là, c'est S-T-A-H. Et voilà. Stash. Log stash. S-T-A-S-H. S-T-A-S-H. Stash. Tutoriel. Vérifions l'orthographe ensemble. Tutoriel.log. Une erreur, ça ne passe pas. .log. Voilà. Ce contenu que vous voyez ici de manière graphique, c'est ça ici en ligne de commande. C'est ça l'avantage avec moi. Je prends le temps de vous présenter les deux versions en ligne de commande et en graphique. Voilà un peu le journal web que nous avons là. Et les dates sont là. C'est mieux présenté en ligne de commande, hein. On donne toutes les informations. Alors, l'analyste en cybersécurité doit être capable de lire le journal, le message d'un journal et de comprendre et expliquer et comprendre ce qui s'est passé. C'est ça le rôle des journaux. Les journaux ne sont pas seulement là pour enregistrer des informations et on ne les analyse pas. C'est pour cela qu'on vous appelle analyste en cybersécurité. C'est-à-dire, vous êtes capable de lire et de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, si je sélectionne ça, on va vous demander à quel moment cet événement a été généré. On va dire, par exemple, le 4 janvier 2015, à quelle heure? Voilà, le 5 à 5h13. On va vous demander, il s'agit de quel type de message. N'oubliez pas qu'on a vu ça ici. Après, le rôle d'attaque, c'est le type. On regarde, est-ce qu'il y a ce type-là? Regardez. Est-ce qu'il y a le type? C'est un message get. C'est get. C'est le get qu'on a exécuté. Vous demandez cette information. Voilà la requête qu'on a envoyée. Alors, ces requêtes à utiliser quel navigateur, par exemple, voilà, c'est Mozilla qui est concerné, ou bien ça peut être utilisé par Chrome, ou bien par Safari, et les machines Macintosh, Intel, Mac OS, ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit exemple pour vous faire comprendre qu'en réalité, chaque message journal, on verra ça au module 23. Au module 23, nous verrons comment interpréter les messages journaux. C'est pas le moment ici, mais on verra ça plus tard. Comment vraiment interpréter. Ici, c'est juste une parenthèse. Alors, on peut donc avancer. Voilà le contenu qui est là. Nous avons vu ensemble. On dit la sortie ci-dessus peut-elle être encore considérée comme transaction web? Expliquer pourquoi la sortie de la commande 4 se trouve dans un format différent de celui de la seule entrée indiquée au point A. Voilà. Au point A, c'est ici.
Voyons que la présentation, le format n'est pas le même. Voilà comment ça s'est affiché ici. Mais avec 4, on voit l'information de manière différente. On dit pourquoi. On dit, la sortie ci-dessus peut-elle être considérée comme une transaction web, c'est oui. Il s'agit d'un événement web. Très bien. Oui. Quand on regarde, on voit très bien qu'il s'agit d'un événement web. Quand on voit le get là, get, on comprend que c'est une requête, get une requête web. C'est pour demander. Les champs sont dans un ordre différent. Quand on regarde la disposition des champs ici et la disposition des champs de ces messages, c'est pas la même chose. Ils sont disposés de manière différente. Ça qu'on dit, la sortie de ce peut-elle être encore considérée comme une transaction web? C'est oui. Expliquer pourquoi la sortie de la commande 4 se trouve dans un format différent. Ça qu'on dit ici, les champs sont dans un ordre différent, mais le message get, on voit très bien là, il s'agit d'un message get, comme ici, get, message get, la présence de l'adresse IP du client. Vérifions est-ce qu'il y a l'adresse IP du client dans ce message. Est-ce qu'on voit clairement? Attends, je regarde bien. Est-ce qu'on voit clairement l'adresse IP du client? Pas clairement. Pas clairement l'adresse IP du client là. L'adresse IP du client, la présence de l'adresse IP du client, les références à divers, les références à divers navigateurs web. Le navigateur web, quand même, ça se voit très bien. Ça envoie les différents navigateurs web qui sont concernés. Par exemple, pour voir le navigateur, la pas de Mozilla ici, comme navigateur, dans la version concernée, la machine sur laquelle on peut retrouver ça, le navigateur Safari, avec sa version, le navigateur Google Chrome, ça va bien, le navigateur concerné, euh, et HTTP V1. Et la version de HTTP utilisée, vous voyez très bien ici que la version utilisée, c'est la version HTTP 1.1, qui est la version non autorisée, non sécurisée. Donc, ça veut dire que c'est HTTP qui est à l'origine et non HTTPS. La version non sécurisée qu'on a utilisée confirme qu'il s'agit d'un fichier journal du serveur web. Le format est différent parce que le service a été configuré pour enregistrer les champs distincts dans un autre ordre. Donc, le journal web n'enregistre pas les informations de la même manière qu'un serveur Apache. Ça, c'est un serveur Nix, Nix, qui affiche ceci, alors que là, c'est un serveur Apache. Le format est différent, mais le plus important, ce n'est pas le format. Les deux formats présentent nous permettent de comprendre ce qui s'est passé et d'avoir la bonne information. C'est ça qui est le plus important. Dans l'étape 2, exemple de fichier, dans les GTL on va pas être très long. Voilà, on continue encore le TP. L'exemple de fichier du journal du système d'exploitation maintenant. N'importe quel logiciel peut inclure les fichiers journaux, y compris le système d'exploitation lui-même. Habituellement, Linux utilise le répertoire varloc, je vais vous montrer ça, varloc, pour stocker divers fichiers log, les fichiers journaux, y compris les journaux du système d'exploitation, que nous avons vu, qu'on appelle le kernel. On a vu ça ici. Kernel, voilà, y compris les journaux du système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation modernes sont des logiciels complexes et utilisent par conséquent plusieurs fichiers distincts pour enregistrer les événements. Donc, cette section passe rapidement en revue le fichier var-log message. On voit ça tout de suite. Stocké dans var-log, le fichier de message contient divers événements système. On a vu ça hier, tout à l'heure même. Le branchement d'une nouvelle clé USB, par exemple,
Si vous branchez une nouvelle clé USB, la mise en disponibilité d'une carte réseau aussi, et un nombre excessif de tentatives de connexion route qui ont échoué sont quelques exemples des événements enregistrés dans VAR, log, message. Donc, dans ce journal, les informations concernant divers événements système. Vous mettez une clé, ça va détecter. Vous mettez une nouvelle carte de réseau, ça va signaler. Et toutes les connexions, tentatives de connexion sont aussi enregistrées dans ce journal. Utilisez la commande more pour afficher le contenu du fichier VAR log message. Contrairement à la connexion 4, more permet une navigation progressive dans le fichier. C'est ça la différence entre 4 et more. 4 affiche tout une fois. More te permet de lire au fur et à mesure. Ça, on dit more permet une navigation progressive dans le fichier. Appuyez sur Entrée pour lancer, pour avancer une ligne à la fois. Ou bien sur Espace pour avancer une page entière. Appuyez sur Q pour quitter. Ou CTRL-C pour abandonner et quitter la commande plus. La commande sudo est requise ici. Parce que là, nous devons entrer en mode super administrateur, bien super utilisateur. La commande sudo est requise car le fichier de message appartient à l'utilisateur root. Voilà. Si c'est root qui gère ce fichier, ce journal, alors on va entrer en mode sudo. On va dire sudo. On va prendre notre terminal, c'est pour mettre un sudo. Non. Attendons. Sudo. Oh, espace var log message. Sudo. More, espace var log message. J'ai oublié un petit slash ici. Analyst, CyberOps. Voilà. Et puis, on a constaté que ça n'ouvre pas. Sudo more var log message. Ça ici, sudo more var log message. Et normalement, dans le TP, on voit que ça s'affiche. Mais chez nous, ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas. J'ai essayé de comprendre ça hier, mais je me rends compte que comme ils sont dans une machine virtuelle, peut-être le problème vient de là. Ah, j'ai mal écrit message. Attendez. Pardon. Message. C'est bon maintenant, désolé, bon. Excuse. J'ai mal saisi l'autographe. Alors, sudo more var log message. Vous voyez donc comment nous avons le contenu qui est affiché là. On voit bien Linux version 4.15, tant. Voilà. On affiche toutes les informations concernant. Donc, ça sont les messages concernant quoi? Les messages système. Ça prend les messages système, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ça gère les messages système. Ça gère aussi la mise en disponibilité d'une carte réseau ou bien nombre de connexions. Donc, toutes les connexions là. Si on vérifie, vous voyez que c'est là. Ça fait beaucoup d'informations. Mais de manière générale, les messages système. Surtout, on voit partout là, kernel. Il s'agit de messages de système d'exploitation, justement. Alors, avec moi, on affiche progressivement. Or, si c'est 4, ça affiche tout sans vous laisser la possibilité de naviguer progressivement comme vous voulez. Comme c'est beaucoup, avec moi, on parlait progressivement, tellement, c'est énorme. C'est énorme. Donc, je peux appuyer Q pour sortir simplement. Voilà. On voit le contenu d'un message journal qu'on vient d'afficher. Parce qu'avec le TP, on comprend mieux ce qu'on fait. Sinon, on va bavarder, vous ne comprenez pas. Notez que les événements énumérés ci-dessus sont très différents des événements de serveur web. Apache. Comme le système d'exploitation lui-même génère ce journal
tous les événements enregistrés sont en relation avec le système d'exploitation lui-même. Raison pour laquelle vous avez remarqué ici, on parle de kernel, 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 kernel. Donc, ça concerne le système d'exploitation lui-même. On vérifie un peu l'heure. On ne va pas dépasser bien à 45 minutes, on va arrêter. Quand c'est trop long, c'est pas bon. Alors, traiter le TP pour vous montrer comment ça se passe. Vous allez continuer le reste plus tard, vous-même. Alors, si nécessaire, saisissez ou quittez. Bon, c'est déjà fait. Petit c, les fichiers journaux sont très importants pour le déballage. Un analyste en cybersécurité doit savoir, doit être capable de lire un message journal et de comprendre. Et nous verrons cela au chapitre 23 et 24, comment lire et interpréter correctement un fichier journal. Supposons qu'un utilisateur de ce système spécifique ait signalé que toutes les opérations de réseau étaient lentes vers 4h20 du matin le 19 mai. Les entrées du journal illustrées ci-dessus permettent de prouver cet événement. Parce qu'on peut vous poser un problème. Voilà un utilisateur qui se plaint. On dit, supposons qu'un utilisateur de ce système spécifique ait signalé que toutes les opérations du réseau étaient lentes. On pose là un problème de lenteur dans le réseau. Ils ont remarqué cela vers 4h20 du matin, le 19 mai. Est-ce que les informations de ce journal est capable de vous donner des informations, de confirmer ce que l'utilisateur dit? Est-ce que ça peut nous permettre de confirmer les dits de l'utilisateur? C'est pour ça que le journal devient très intéressant à ce moment-là. On dit alors, le 19 mai, la carte réseau battait, passant du haut en bas rapidement. Les entrées du journal confirment clairement le rapport de l'utilisateur. On va vérifier un peu avec ce qu'ils ont ici, le 19 mai. Est-ce qu'il y a le 19 mai ici? Je vois ici le 20. Est-ce qu'on voit ça clairement? Dans le message, je ne vois pas le 19, hein. Sauf si on a coupé le message. Bon, je ne vois pas, je vois le 22, je vois le 22, je vois le 22. Je ne vois pas le 19 mai là. Bon, c'est pas grave. Je ne vois pas le 19 mai. Non, pas un message qui fait référence au 19 mai là. Voilà, mais on dit quand même que c'est vrai qu'ils ont coupé ça sûrement. Mais on dit, un utilisateur, le plus important, c'est de comprendre qu'en fait, dans une entreprise, un employé ou un utilisateur peut poser un problème concernant le réseau, ou bien concernant le trafic web, ou bien autre chose. Référez-vous au journal pour savoir réellement ce qui s'est passé à cette heure. Si on confirme, mais nous ne voyons pas ça de manière claire, je ne vois pas le 19 mai, mais là-bas, je vois le 20 mai. Est-ce qu'ici, il y a le 19 mai? Est-ce que dans ce qu'on a ici, ça commence par le 19 mai? Voilà le 20, le 20, le 20. Vérifions un peu, est-ce qu'il y a le 19? Je ne pense pas. Tout ça commence par le 20. C'est le 20 mai. Non, je pense que ça va être une erreur. Hein. On voulait dire le 20 mai. Je pense que dans le coup, c'est une erreur. On voulait dire le 20 mai. On a donné on a 19 heures combien? On va vérifier, on va chercher. On a dit à 4, 19 mai à 4h19 minutes. Cherchons. 4 mai. Disons, supposons le 20 mai à 4h19. Est-ce qu'il y a un message qui est affiché à 4h19? Ça, c'est le 20 mai. Nous sommes à 15h, 15h, 15h. Cherchons un peu à 4h19. 4h19. C'est encore 15h. On va reprendre la commande. Voilà. On va reprendre. Ça, on va chercher ça ensemble. Pour comprendre ce qu'on te dit là. Cherchons le 20 mai à 4h. Cherchons pour savoir ce qui s'est passé. Un client vient de poser un problème.
le 4, le 19 mai, donc disons le 20 mai, à 4 heures, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous sommes déjà le 21 mai. Donc, sur, voilà, les heures, à 4 heures, 19 mai, à 4 heures. Là, ça veut dire que nous sommes 16 heures. Je vois ici, je vois pas, mais ça de 4 heures, je vois 18 heures ici. 4 heures, ce n'est pas 4 septembre, je pense. 19 mai à 4 heures. Ça ne commence pas à 4 heures. Ça commence à quel moment? Quittons un peu. Prenons encore la commande. Le message commence à 15 heures ici. Et je ne vois pas de 4 heures. Je ne vois pas 4 heures. 15 heures, 15 heures 52, 16 heures, 18 heures. Prenons le 21. Et c'est 21 à 4 heures. Donc, je ne vois pas 4 heures dans tous les cas. Donc, ça, on ne peut pas confirmer ça avec ces messages que nous avons. Ça ne donne pas. Mais le plus important, c'est de comprendre que, en réalité, le message, un utilisateur peut vous poser un problème. Vous consultez le message journal et vous comprenez exactement ce qui s'est passé. C'est ça le plus important. Donc, il est quelle heure? 47. Bien. Donc maintenant, vous-même, vous allez traiter la deuxième partie, localisation des fichiers journaux dans les systèmes inconnus. Alors, nous sommes à 45 minutes. Vous pouvez donc faire taper la commande man genix pour voir le contenu. Man peut avoir la documentation sur cette commande X que nous avons là. Vous allez faire pareil, vous allez traiter le petit b, vous allez continuer le TP vous-même. Je vais commencer avec vous, laissez-moi continuer. On ne pourra pas faire tout le TP, ça prendra au moins 4 heures de temps. On a 24 pages. Donc, vous allez voir travailler, on continue, faites le TP vous-même. Donc, le plus important, le message est passé, c'était de vous montrer comment est-ce que, à quoi sert les messages journaux. Ça, on a fait ça hier pour encore afficher, comprendre, interpréter, mieux comprendre. Alors, faites vraiment ce TP, ne blaguez pas avec ça. C'est très important pour vous. Il faut le faire. Et dans la troisième partie, surveillance des fichiers journaux, réels, vous allez utiliser la commande sudo, tel, tout ça, dans réel, pour faire ça. C'est très intéressant. Sudo, utiliser l'option N pour spécifier le nombre de lignes que tel, la commande tel doit afficher depuis la fin du fichier. Vous aurez beaucoup de choses là. C'est très intéressant. C'est dans le TP qu'on apprend énormément. Dans le TP qu'on apprend énormément. Vous allez beaucoup apprendre à travers ce TP. Tous ceux qui ne sont pas encore enregistrant le cours de CyberOps, je vous le dis tous les jours, voici mon adresse email ici. Vous m'envoyez tout simplement votre nom, votre prénom et le mail. Là, je vous inscris sur la plateforme Cisco et vous allez tout simplement lire et composer vos cours, vos examens normalement. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on peut s'arrêter aujourd'hui. On va vérifier un peu le nombre de personnes qui sont inscrites déjà. On va vérifier, on va voir s'ils composent même. On va vérifier ensemble. Donc, on va vérifier rapidement. Voilà, ceux qui n'ont pas encore de compte, vous devez rencontrer, vous devez m'écrire que j'essaie de vous enregistrer directement sur la plateforme. On attend vos informations. Profitez, c'est gratuit, hein, c'est pas payant.
profiter. Alors, je vais chercher un peu le cours de YouTube. C'est un cours de YouTube. Donc, c'est ça ici. On va vérifier, est-ce qu'il y a des gens? On a combien d'étudiants déjà? Bon, voici le cours que nous sommes en train d'enseigner actuellement. Nous sommes au module 4, nous sommes ici. Donc, à la fin de ce module, vous allez composer le premier examen, le checkpoint. Dans le deuxième examen, checkpoint examen du groupe de présentation. Je vais activer l'examen tout à l'heure. Vous allez composer. Vérifions s'il y en a qui ont quand même composé. Vérifions s'il y en a qui ont quand même composé déjà le module 1. Je constate là qu'il y en a qui n'ont pas encore composé. Celui-ci, par exemple, a composé. Ça, c'est Ange. Ange a composé à 100%. Ça, c'est très bien. J'allais composer. Je constate aussi qu'il y a qui. Ange qui a composé. Moi qui ai aussi celui qui a composé. Baldé qui a composé. Il y en a qui composent, hein, c'est très intéressant. Voilà. Bon, on ne va pas exposer les comptes des gens pendant longtemps. C'était juste pour montrer qu'il est important de composer, en fait. C'est une parenthèse, on va pas y là-dessus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de composer, c'est bien. Ils sont en train de composer, c'est très bien. OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.